Ricardo Gutiérrez, bonjour. Bonjour. Vous êtes espagnol de nationalité, même si vous avez grandi en Belgique et êtes né à Liège. Vous êtes l'actuel secrétaire général de la Fédération européenne des journalistes, on dit la FEJ, pour la petite histoire, c'est EFJ en anglais, hein, c'est le contraire. Vous avez été auparavant, pendant plus de 23 ans, journaliste. Vous étiez en fait journaliste au grand quotidien francophone belge le soir. Et vous êtes également maître de conférence à la grande université libre de Bruxelles, où vous tenez un cours sur les pratiques journalistiques dans le cadre d'un master sur le journalisme. Deux mots simplement pour que tout le monde nous comprenne. La Fédération européenne des journalistes, c'est une fédération professionnelle qui est représentative des journalistes et qui, en fait, est au niveau institutionnel considérée comme l'interlocuteur officiel qui représente les journalistes. C'est valable pour les institutions européennes, c'est valable pour le Conseil de l'Europe et c'est évidemment valable pour la Confédération européenne des syndicats à laquelle vous participez. Vous êtes même membre d'ailleurs du comité de direction de la CES, donc de la Confédération européenne des syndicats, qui est un peu l'équivalent de la FEJ si on peut le faire vite, mais pour les syndicats au niveau européen. Voilà. Qu'est-ce que fait votre organisation qui est très vaste, hein, puisqu'elle date de 1994 et elle fédère 61 fédérations de journalistes dans 40 pays, ça va au-delà de l'Union européenne, c'est plus de 300 000 journalistes, c'est tout à fait considérable. Donc vous défendez les droits à la fois sociaux et professionnels, bien évidemment, des journalistes qui interviennent d'ailleurs dans différents secteurs des médias, parce que les médias, c'est évidemment assez large. Et puis sinon, l'organisation promeut et défend, bien évidemment, les droits à la liberté d'expression et d'information, les droits à la liberté de presse, conformément à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, la première question que je voudrais vous poser est relative au contexte qui est extrêmement difficile et l'impact de la crise épidémique du Covid sur le secteur des médias auquel on ne pense peut-être pas nécessairement d'ailleurs, alors que très manifestement ce secteur est très lourdement impacté. Qu'est-ce qu'il en est, Ricardo Gutiérrez? Alors, effectivement, l'opinion publique n'en est peut-être pas consciente, mais on fait face à un cataclysme dans le secteur des médias, un cataclysme économique et social, mais aussi un cataclysme à portée, je dirais, démocratique, donc sur les valeurs de la démocratie européenne. Sur le plan économique et social, beaucoup de médias sont impactés par la crise sanitaire, dans le sens où beaucoup ont totalement perdu une part importante de leurs revenus qui sont les revenus publicitaires, donc les rentrées publicitaires qui parfois, je dirais, représentent 50 ou 60% des revenus globaux d'un média. Ça a eu pour conséquence la mise au chômage technique partiel d'une partie des journalistes occupés dans les rédactions. Ça a eu pour conséquence la suspension totale et voire peut-être à moyen terme des collaborations, donc du travail des journalistes indépendants, des freelance. Et on est donc dans une situation relativement... Oui. Et donc, on se trouve dans cette situation paradoxale qui fait qu'au moment où le citoyen européen a le plus besoin, face à cette crise sanitaire, d'informations contrôlées, vérifiées, de journalistes sur le terrain qui contrôlent, qui posent des questions au nom des citoyens et qui vérifient comment les choses se déroulent, eh bien, on a moins que jamais, je dirais, des journalistes en place. Et c'est là que ça devient, ou ça risque de devenir un cataclysme démocratique, c'est que finalement la mission qu'exercent ces journalistes, qui consiste en fait à alimenter, à faire en sorte alimenter le droit du citoyen à accéder à l'information, eh bien ça s'étiole, quoi, ça se réduit en tout cas à un néant dans certains médias, puisqu'on annonce des fermetures pures et simples de certains médias les plus fragiles, ceux qui résistent le moins à la crise économique. Et donc là, on a vraiment un danger sur le pluralisme des médias en Europe, l'indépendance des médias, et donc ce droit du citoyen à accéder à une information, c'est ce qui m'autorise à parler de cataclysme démocratique, au-delà des risques purement économiques et sociaux. Merci.
Oui, effectivement, parce que je pense que les gens ne s'en rendent peut-être pas compte ou ne pensent pas effectivement que dans la période du confinement, alors que tout le monde est devant son écran en train de consommer précisément des informations, on se dit ça doit bien fonctionner pour le secteur des médias, il n'en est rien. D'autant que les sources publicitaires, mais aussi les événements, si je ne m'abuse, sont importants pour Effectivement. générer des ressources et tout est arrêté. Donc c'est préoccupant, comme l'articulation évidemment entre le fait que ces médias disparaissent le cas échéant, et je pense qu'il faut s'attendre effectivement à des disparitions et l'impact que ça va avoir au niveau démocratique. On va revenir là-dessus. Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que l'Europe peut et doit faire? Elle est en train de concocter un ensemble de plans de relance, y compris d'ailleurs des plans de relance parfois assez ciblés au niveau des secteurs industriels. Est-ce qu'il faut un plan de relance média? Et si tel est le cas, quels devraient être les principes de ce plan? Alors, on sait qu'il y aura un plan de relance global. Par les discussions que nous menons avec les commissaires européens qui sont en charge de la politique des médias, il y a M. Breton pour l'industrie des médias, Madame Jourova pour la justice, la transparence, les valeurs européennes, d'autres commissaires comme Maria Gabriel. Donc, tous ces commissaires gravitent, je dirais, autour du secteur des C'est pas médias. les choses, peut-être. Maria Gabriel est la commissaire à l'éducation et à la culture. Ça fait beaucoup d'interlocuteurs, ça ne doit pas être très facile pour. Oui, en même temps, je pense que la plupart de ces interlocuteurs aujourd'hui sont persuadés qu'il faut faire quelque chose pour les médias. Donc je n'ai pas de doute sur le fait que l'Union européenne intervienne. Il y aura dans ce plan de relance un volet média. Nous sommes passés, après avoir rencontré à plusieurs reprises les commissaires européens en charge de la politique des médias, nous sommes passés au stade de l'administration, donc les directions générales. On discute maintenant au niveau des directions générales de manière plus précise sur comment défendre le secteur, soutenir le secteur. Et là, j'ai quelques inquiétudes parce qu'on voit la Commission envisager, les services de la Commission envisager surtout le renforcement des projets ou des programmes existants. Par exemple, des projets qui soutiennent le pluralisme des médias ou la liberté de la presse à travers les subsides du programme Creative Europe, qui est un grand programme de financement culturel, de soutien à la culture européenne, vont être augmentés. C'est une bonne chose, on ne va pas critiquer cette démarche. Des programmes aussi plus industriels comme le programme InvestEU, pour les médias, je dirais la part allouée aux médias va être également augmentée, c'est très bien. Seulement, on se trouve aujourd'hui, je vous le disais suite à votre première question, dans une situation où des éditeurs de journaux ne savent pas à la fin de ce mois comment ils vont payer leur personnel, n'ont pas les moyens de payer leur personnel. On se trouve dans une situation où des journalistes indépendants, et ils sont nombreux, vous le disiez, vous le rappeliez, on représente 300 000 journalistes. Parmi ces 300 000 journalistes, en Europe, il y a 100 000 indépendants. Et ces journalistes indépendants, la plupart d'entre eux, depuis 2 mois, n'ont plus le moindre revenu. Et souvent, ils sortent des créneaux traditionnels de soutien aux travailleurs qui se retrouvent sans emploi, hein, donc, parce qu'ils sont photographes indépendants, avec des activités connexes et autres. Donc ce sont des modèles un peu de travailleurs atypiques qui ne rentrent pas dans les modèles classiques de soutien temporaire développés par beaucoup d'États. C'est variable selon les États, bien évidemment. Parce que Exactement. là, il y a des plans qui sont mis en place par les États, mais qui ne sont pas harmonisés du tout, quoi. Alors, c'est raison pour laquelle on estime que l'Union européenne pourrait au moins, je dirais, contribuer à un filet de sécurité global pour l'ensemble de ces journalistes. C'est vrai qu'il y a des États nordiques, notamment, qui très vite ont développé des plans nationaux alors, de soutien spécifique aux médias, au Danemark, en Suède, hors Union européenne, en Norvège. Et c'est très bien ainsi. Ils donnent de l'argent très rapidement. Très rapidement, de l'argent sur base de critères très objectifs comme la perte de revenus publicitaires. Vous pouvez justifier que comme média, vous avez perdu 50% de vos revenus publicitaires, vous avez le droit à telle aide. En Suède, il y a des programmes avec des visées un peu plus démocratiques ou de maintien du pluralisme des médias qui soutiennent davantage, par exemple, les médias régionaux, ceux qui sont décentralisés, qui sont peut-être moins, on le disait tout à l'heure, plus susceptibles de souffrir de cette crise. Donc, il est possible de trouver des critères de soutien aux médias je dirais, qui sont objectifs et neutres. Le problème, c'est que certains États ont très vite réagi
Et parfois, dans le cadre d'un élan national, au Danemark, toute l'opposition, comme un seul homme, a voté ce plan de soutien aux médias. C'est très bien ainsi, mais il y a des États où il ne se passe absolument rien. La Croatie, qui vient de sortir de la présidence de l'Union européenne, le gouvernement croate annonce tout de go aux organisations de journalisme, mais aussi aux éditeurs croates, qu'il n'y aura rien pour eux. Rien de spécifique, en tout cas. Et voilà, d'où l'intérêt pour nous, et je vous disais en réponse à votre ici pleinement que l'Union européenne intervienne, parce que comme on le disait tout à l'heure, il s'agit de défendre des droits fondamentaux inscrits dans la charte européenne des droits fondamentaux. Ce sont des valeurs européennes, cette liberté de la presse, le pluralisme des médias, cette capacité pour tout citoyen à accéder à l'information, ce sont des valeurs, c'est fondamental, ça fait partie du cœur de l'Europe. Et si on renonce à soutenir ces idéaux-là, je ne suis pas contre le fait qu'on soutienne l'industrie lourde par ailleurs ou l'industrie automobile, mais si on en vient à soutenir l'industrie lourde et pas les médias, je me pose des questions sur l'Europe qu'on veut pour demain. D'où la justification, d'où la nécessité, et d'où quand même une certaine, je dirais, un certain optimisme de ma part, dans le sens où le message a été entendu. Ces commissaires européens qui, en fait, n'ont pas de compétences directes sur les médias. Hein, c'est comme on dit, une compétence subsidiaire. Donc, ce sont les États-nations qui sont compétents pour les politiques de médias. Eh bien, ces commissaires ne nous ont pas dit, ah mais non, c'est pas notre compétence, désolé, retournez vers vos gouvernements nationaux et essayez de trouver une solution à ce niveau-là. Ils ont quand même pris leur part de responsabilité. Le message a été entendu par la Commission européenne, qu'il fallait défendre ces valeurs démocratiques. Et des chiffres, des mécanismes sont en place. Malheureusement pour nous, et là quand je dis nous, c'est à la fois les représentants des travailleurs des médias, ce que nous sommes, mais aussi les représentants des éditeurs, des éditeurs de journaux, de magazines, des patrons de télévision, publics et privés, commerciales. On dit à la Commission que nous avons besoin aussi de mesures de soutien urgents. Voilà. Et là, sur des mesures de court terme, on ne voit pas encore la Commission faire des propositions qui soient soit des propositions internes à la Commission, soit une incitation aux États. Parce que c'est vrai que la clé, je dirais, du soutien aux médias reste au niveau des États. Mais la Commission, à travers le Conseil européen, peut avoir un impact sur les États. Il est tout à fait anormal que les médias norvégiens et autres bénéficient d'une aide qui va garantir leur survie, alors qu'au départ, ils étaient déjà en situation un peu privilégiée par rapport à d'autres médias dans d'autres pays où il est plus difficile de... Donc je pense que si on veut, pour moi, cet écosystème médiatique, il est européen, il n'est pas juste national. Et l'enjeu est européen. Et en ce sens, à mes yeux, ça justifie une intervention de l'Union. Très bien. Alors, on a compris qu'il y avait une sensibilité de la part des institutions européennes, quand bien même ce n'était pas de leur compétence immédiate. C'est sans doute aussi, cela s'explique par le fait qu'il y ait aussi sans doute une inquiétude. Je voudrais m'arrêter un instant sur cette question démocratique, puisque un rapport a été publié récemment par le Conseil de l'Europe, qui a mis en place ce qu'il a appelé une plateforme pour la protection du journalisme et la sécurité des journalistes, un nom un peu long, et qui réunit 14 organisations partenaires, dont la vôtre, autour du Conseil de l'Europe. Et ce que montre ce rapport, c'est que précisément, dans la séquence actuelle, la situation dans laquelle se trouvent certains médias s'est vraiment dégradée, aussi sur le plan démocratique. Alors c'est le cas dans certains pays d'Europe de l'Est, c'est le cas dans les Balkans aussi, hors UE, mais c'est aussi le cas dans certains pays de l'Union européenne, chose à laquelle peut-être certains ne pensent pas des fois. Donc on voudrait comprendre quelle est la situation médiatique en général en Europe à cet égard, et quels sont les leviers sur lesquels peser au niveau européen pour garantir, ce qui est absolument nécessaire, que les médias, et les journalistes aussi à titre individuel, puissent exercer leur travail en toute liberté, en toute indépendance. Alors, l'intérêt de cette plateforme, c'est effectivement de montrer, d'objectiver la situation. Et on constate depuis 5 ans maintenant que cette plateforme existe.
et recense toutes les violations de la liberté de la presse dans les 47 États membres du Conseil de l'Europe, dont les 26 États membres de l'Union européenne, évidemment, ils sont tous repris dans l'ensemble, on constate que depuis 5 ans, la situation se dégrade. Donc il y a de plus en plus de violations, et parfois de violations de plus en plus graves. On va jusqu'aux assassinats de journalistes. Je veux dire, on a eu une douzaine d'assassinats de journalistes en Europe ces 5 dernières années. En Europe. En Union européenne, non, au niveau de l'Europe, c'est plus de 20. Mais rien qu'en, alors en comptant évidemment Charlie Hebdo, mais bon, voilà, on a encore récemment Laira Maki en Irlande du Nord, donc au Royaume-Uni, Daphne Caruana Galizia à Malte, donc il y a des assassinats de journalistes, ce qu'on n'avait plus depuis des années en fait. On n'a plus connu cette situation depuis des années. Alors, ce sont des cas extrêmes, mais bon, des violations, il y en a partout. Le rapport, cette année, pointe la France, d'ailleurs, parmi les États problématiques par le nombre de violences policières exercées sur les journalistes. Dans le contexte des manifestations ? Exactement, essentiellement dans le cadre de la couverture des manifestations, notamment des Gilets jaunes et autres, hein, parce qu'il y a eu aussi les manifs pour la réforme des retraites. Et d'autres manifestations. Donc il y a bon, et de nouveau avec des chiffres très précis. Hein, l'avantage de cette plateforme, c'est qu'elle est tout à fait objective. Hein, il ne s'agit pas de recueillir des opinions, mais des faits. Et donc voilà, on a plus de 200 journalistes blessés en France, blessés ou violentés au cours de l'année dernière, dans le cadre de la couverture, simplement dans le cadre de l'exercice de leur métier. Alors évidemment, les violences ne sont pas du même ordre d'un pays à l'autre. En Turquie, nous avons 85 journalistes aujourd'hui en prison. La justice est différente aussi, oui. 85 journalistes en prison pour avoir fait leur métier. On n'a pas de journalistes en prison en France, mais est-il normal qu'on ait 200 journalistes qui aient subi des violences, voire des blessures, simplement pour couvrir une manif? Ce qui est plus inquiétant aussi, c'est qu'on a constaté ces derniers mois que beaucoup d'États et notamment d'États de l'Union européenne, utilisent le contexte de la crise sanitaire et de cet état de mobilisation, de lutte contre la crise, contre la pandémie, pour infliger ou imposer des restrictions que nous, on juge disproportionnées ou inutiles de la liberté de la presse. Alors ça passe par des arrestations de journalistes alors qu'ils font simplement leur travail sur le terrain, des difficultés aussi d'ordre administratif. Je peux vous donner quelques exemples. Et je vais quand même citer les États où on a relevé ce type de violation. Hein. Donc c'est bon, à l'échelle de l'Union européenne, quand même, la Pologne, la Slovénie, la Hongrie, la Grèce, la Croatie, l'Italie, la Roumanie, l'Espagne. Alors l'Espagne, par exemple, on a la dernière alerte qu'on a postée sur cette plateforme du Conseil de l'Europe sur l'Espagne concerne en fait des journalistes de l'Agence nationale de presse portugaise qui s'étaient simplement, je dirais, proposé de suivre les travailleurs frontaliers portugais qui se rendent tous les jours en Espagne. Et l'Espagne, on le sait, a adopté des mesures de protection particulièrement restrictives. Et donc, l'agence de presse nationale, je disais simplement, on va voir en quoi la vie de ces travailleurs portugais, donc, qui continuent à se rendre en Espagne tous les jours, a changé finalement. Hein. Et ces journalistes, évidemment, étaient tout à fait disposés à suivre les recommandations d'usage en termes de port de masque, utilisation de perches pour les micros, etc. Donc, on n'allait pas, évidemment, mettre en danger la population espagnole avec l'irruption tout d'un coup de 3 journalistes de l'agence de presse nationale qui font un travail d'intérêt public. Je veux dire, pour le public portugais, c'est intéressant de savoir comment ces milliers de travailleurs voilà, vivent cette situation particulière de lutte contre la pandémie en Espagne. Et on leur a interdit de franchir la frontière. Alors que des milliers de travailleurs portugais passaient et les journalistes ont été arrêtés. Voilà. Et la réponse des autorités espagnoles, diplomatiques, à notre alerte a été de dire oui, mais voilà, on applique des normes de sécurité, c'est l'état d'urgence, c'est pas possible. Et si vous vouliez faire ce reportage, vous pouviez vous arranger avec des équipes de journalistes espagnols qui, eux, tout à fait. Mais c'est pas la même chose, évidemment. Ça n'a pas de sens. Voilà, c'est disproportionné parce qu'on ne va pas dire que parce que 3 journalistes traversent la frontière avec des travailleurs portugais qui la traversent tous les jours en appliquant les mêmes consignes, on allait mettre en danger. Donc, c'est le genre de choses qui n'est pas acceptable parce que aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'une information.
on ne peut pas se contenter de l'information officielle. Heureusement que des journalistes ont posé des questions sur le port du masque, sur les tests, la disponibilité des tests, les marchés liés, les marchés publics liés à l'approvisionnement en tests. Et donc, plus que jamais, aujourd'hui, on a besoin de ce rôle de chien de garde de la démocratie qu'exercent les journalistes. Et on voit des États prendre des dispositions qui n'ont pas de justification sanitaire. C'est faux de penser qu'en interdisant à des journalistes de croiser de franchir une frontière, on va assurer une meilleure sécurité sanitaire de l'Espagne. Un autre exemple, des pays comme la Roumanie ou la Hongrie, qui sont peut-être un peu plus habitués à ce genre d'anicroche à la liberté de la presse, eh bien, ont décidé de réduire, de limiter les conditions de toutes les législations qui permettent l'accès à l'information. Donc, quand on fait une requête officielle d'accès à l'information, l'administration, elle a un journaliste l'interpelle, je ne sais pas, sur le nombre de malades actuellement traités dans les unités de soins intensifs des hôpitaux roumains. Eh bien, dans ce cas-là, en fait, l'administration a l'obligation, légalement, en raison des normes en vigueur au niveau international, des standards internationaux de transparence, elle a l'obligation, sur base des lois d'accès à l'information, de répondre dans les 15 jours. Eh bien, la Roumanie, la Hongrie ont décidé d'étendre, de doubler cette période, pour protéger comme s'il fallait. Je veux dire, mais quel est l'intérêt de ce genre d'obstruction à l'accès à l'information? À quoi ça sert? Quelle est la justification sanitaire d'empêcher des journalistes de savoir voilà, et ce type d'attitude, on l'a constaté, pas seulement dans des pays comme la Pologne, la Hongrie, il y a une tendance naturelle. On dirait que on a le sentiment que les dirigeants profitent de cette mobilisation comme on profiterait d'un état de guerre, en fait, pour mettre entre parenthèses des libertés fondamentales. Alors, il y en a qui se justifient. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas confiner les gens, qu'on ne doit pas porter le masque. Ce n'est pas mon discours. Mais je ne vois pas pourquoi on empêche des journalistes de faire leur métier quand ils se respectent, quand ils se proposent de respecter les conditions sanitaires et qu'ils ne vont pas créer un danger. On a l'impression parfois qu'ils sont dangereux pour les gouvernants. On a l'impression parfois que les gouvernants n'ont pas envie de rendre des comptes à un moment où plus que jamais on a besoin de transparence. Et voilà, c'est une préoccupation de notre part, ce pourquoi on a écrit on a adressé une lettre ouverte à la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen. On a adressé cette lettre ouverte au président du Conseil européen, Monsieur Charles Michel, en leur demandant de veiller à l'état de droit. L'Union européenne est garante de l'état de droit dans l'ensemble des États membres. Et je ne vois pas beaucoup d'agitation, je dirais, du côté de la Commission, du côté de Bruxelles, face à des violations, à des replis, en tout cas, qui ne me paraissent pas ni proportionnés, ni justifiés. En Hongrie, en Pologne, mais aussi dans d'autres pays où on assistait à des arrestations de journalistes, l'adoption de lois aussi prétendument contre la désinformation. Alors, il y a de la désinformation, mais je pense que le meilleur moyen de lutter contre la désinformation, c'est de soutenir une presse libre et indépendante, professionnelle. C'est pas de voter des lois qui permettent à des juges de fermer des sites Internet ou de supprimer des comptes Twitter qui, dans l'heure, sont rouverts sous d'autres pseudonymes. Donc, je veux dire, il y a un activisme des gouvernements dans la lutte ou dans le contrôle de l'information qui m'apparaît comme suspect et inutile et contraire. Vous attendez surtout une réaction des États. Ce sont eux qui sont aux commandes. Aujourd'hui, je pense que on le disait par rapport à la crise dans les médias, l'opinion publique n'est peut-être pas consciente du danger qui pèse sur les médias. Je pense que, vu la situation sanitaire, on a tous accepté de renoncer à des libertés fondamentales comme celle d'aller et venir. Et je pense qu'on l'a fait à juste titre. Je ne suis pas en train de remettre ça en cause. Mais j'ai peur que cette renonciation temporaire nous voile un peu le regard sur des choses qui m'apparaissent comme étant moins justifiables, moins
moins nécessaires et peut-être qui dissimulent des raisons cachées de contrôle des médias ou de restriction, en tout cas, de la capacité des médias à jouer pleinement leur rôle de contre-pouvoir. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci, Ricardo Gutiérrez. Et on Merci à espère vous, que Trumeur. l'Europe viendra au soutien du secteur des médias, à la fois donc pour donner des aides le plus rapidement possible et surtout pour garantir le fait que le quatrième pouvoir puisse continuer de venir au soutien de nos démocraties. Merci. On l'espère. Merci.